Tout d'abord, je voudrais, au nom de toute l'association Dauphine Discussion Débat, vous remercier d'être parmi nous ce soir. Il est d'usage pour notre association de présenter nos invités avant d'entamer véritablement le débat. Nous ne dérogerons pas à cette règle ce soir. Maire de Meaux et député de la 6e circonscription de Seine-et-Marne, votre carrière est marquée par les fonctions ministérielles que vous avez assumées, ainsi que les engagements que vous avez pris pour votre parti. Éduqué dans le culte du général de Gaulle, votre vocation politique semble ancienne. À 7 ans déjà, vous affichez clairement au-dessus de votre folie une photo du gouvernement Pompidou. Après avoir obtenu votre baccalauréat, vous intégrez directement Sciences Po, donc vous sortez diplômé en 85. Après avoir effectué votre service militaire en 86, vous intégrez l'ENA, dont vous sortez 35e sur 140. Vous faites partie de la promotion Liberté, Égalité, Fraternité, dont est aussi issu Nicolas Dupont-Aignan, entre autres. Vous choisissez alors le camp des administrateurs civils et vous vous spécialisez dans l'économie. De 89 à 91, vous êtes chef du bureau des études économiques à la Caisse des dépôts et consignations. Passez ensuite dans le privé et devenez directeur de cabinet du président du groupe bancaire Nexia. Votre carrière politique démarre en 93. De 93 à 95, vous êtes membre de la cellule de réflexion économique de Jacques Chirac. Cette même cellule est animée par quelqu'un dont le chemin recroisera plusieurs fois le vôtre, Nicolas Sarkozy, avec qui vous dites avoir entretenu une relation complexe, passée, selon vos propres mots, par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Lors de l'élection présidentielle de 95, vous êtes un des jeunes soutiens de Jacques Chirac, à qui vous êtes rallié alors que vous étiez investi de fonctions au sein du gouvernement Balladur. Vous ferez partie de ceux qui travaillent la jeune garde chiracienne. Les médias vous désigneront dès lors comme l'un des bébés Chirac, ou aux côtés de François Baroin, Alain Juppé ou encore Valérie Pécresse. Jugé clanique par vos ennemis, vous êtes apprécié pour une grande fidélité sans faille en amitié, selon Christian Jacob. Vous serez d'ailleurs loyal à Jacques Chirac jusqu'à la fin. En 1995, vous devenez délégué général au projet de société au RPR. Vous faites alors partie de la Task Force Juppé, à l'époque Premier ministre et président du RPR en termes d'idées. Aujourd'hui, opposé à Alain Juppé dans la course pour 2017, on vous imagine mal partisan de ce dernier. Votre carrière politique débute et décolle lorsque vous parvenez à conquérir la mairie de Meaux. À seulement 31 ans, c'est votre candidature chiracienne, dissident face à un baladurien qui vous permettra de l'emporter. Vous vous fixez alors deux priorités, la rénovation urbaine et la sécurité. Meaux restera votre bastion. Vous y serez réélu 3 fois par la suite. 95 aura décidément été l'année de votre affirmation politique. En juin, vous devenez député de la 5e circonscription de Seine-et-Marne. Depuis cette date, vos mandats de député n'ont cessé d'être renouvelés. De 95 à 97, vous êtes le Benjamin de l'Assemblée nationale, titre qui est aujourd'hui celui de Marion Maréchal Le Pen. Triste succession pour celui qui déclarait en 97 partager des valeurs avec les socialistes, mais pas avec le Front National. De 2002 à 2004, vous êtes membre des gouvernements Raffarin 1 et 2. Vous êtes alors le Benjamin des ministres. Vos fonctions seront renouvelées dans le gouvernement Villepin en 2005. Votre ascension ne s'arrête pas là. Le 20 juin 2007, vous êtes élu président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. À ce poste, vous vous envoyez comme un homme fort de la majorité, brûlé entre les parlementaires et l'exécutif. Le 17 novembre 2010, vous devenez secrétaire général de l'UMP. Le 26 août 2012, vous vous déclarez candidat à la présidence du parti. Vous suivez ainsi l'un des préceptes de Nicolas Sarkozy, qui vous déclarera, après sa défaite en 2012, qu'en politique, ce qui compte, ce ne sont pas les mandats, c'est le parti. Durant votre campagne, contrairement à François Fillon, vous défendez une droite décomplexée, dont vous pliez le manifeste en 2012. Vous irez affirmer votre admiration envers l'ancien président. Vous y engagez à être à ses côtés coûte que coûte. Le soir du scrutin, le 18 novembre 2012, vous revendiquez la victoire. Cependant, vous n'êtes pas le seul, puisque c'est aussi le cas de François Fillon. Vous êtes proclamé vainqueur le lendemain, par 50,03% des voix. Ce résultat sera fortement contesté par les partisans de François Fillon. Ce dernier s'exclamera « J'ai été volé ». Après une semaine de tempête médiatique, une nouvelle commission vous proclame à nouveau vainqueur. Un ouvrage sera alors publié par 2 journalistes, affirmant que votre équipe a triché. Après des mois de discussions et des projets de nouveaux scrutins, le 30 juin 2013, à l'issue d'un congrès extraordinaire, les militants de l'UMP votent largement pour votre maintien à la tête du parti jusqu'en novembre 2015. Votre carrière et son ascension vont alors être meurtries par une affaire, dont vous peinerez à vous relever. La fameuse affaire Big Maillot, affaire de surfacturation. Depuis 1993, votre parcours avait été un quasi sans faute politique. Vous aviez en effet coché, en fidèle chiracien, quasiment toutes les cases du parcours politique classique parfait. Maire d'une grande ville, député, plusieurs fois ministre, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale et chef du premier parti de France.
Votre évolution, comparable à celle de Nicolas Sarkozy, va connaître la même épreuve. L'affaire Big Malion éclate publiquement à la suite des révélations de Libération en juin 2014. Dans un contexte de scandale politico-financier, vous acceptez de quitter la présidence du parti le 27 mai 2014 sous la pression des plateaux. Quoi qu'il en soit, l'issue de cette affaire ne vous sera pas si catastrophique sur le plan judiciaire. En effet, le 9 février dernier, vous avez échappé définitivement à la mise en examen, à l'issue de 5 heures d'audition avec le juge. Votre réputation a cependant été entachée par Big Malion. En 2014, vous récoltiez pas moins de 74% d'opinions négatives, ce qui vous avait valu le triste titre d'homme politique le plus détesté de France. Une personnalité publique de premier plan, vous semblez déchaîner les foules. Vos ambitions et vos aspirations pour la cependant est demeurées intactes. Vous semblez les avoir toujours assumées. En juin 2014, vous êtes arrivé. En 2017, la présidentielle se jouera entre Manuel Valls et moi. Les médias rappellent également, souvent qu'en vous mariant, en 1991, vous lanciez à vos invités, vous avez de la chance, vous venez d'assister au mariage du futur président. Vos détracteurs vous reprochent ainsi souvent un raisonnement calculateur et une certaine prétention. En mars 2014, vous vous compariez à des leaders de premier plan, tels que Clémenceau, De Gaulle, Chirac ou Sarkozy, formule qui sera reprise par les médias. L'affaire Big Malion semble aujourd'hui derrière vous. Votre retour sur le devant de la scène politique a eu lieu en janvier 2016, avec la sortie de votre livre, Le sursaut français. Le 19 janvier dernier, votre participation à l'émission Le Divan de Marc-Olivier entérinait ce retour. Vous vous livrez alors à une forme de mea culpa et vous connaissez que vous n'auriez peut-être pas dû rester jusqu'au bout. Le 14 février dernier, sur le plateau du 20h de France 2, vous annoncez votre candidature à la primaire présidentielle des Républicains, par le biais d'une formule claire. Je serai candidat à cette élection. Votre plan média est chargé et met fin à 18 mois de silence médiatique. Vous renouez alors avec une réputation de boulimie des médias, anti-langue de mots. Néanmoins, bien qu'absent de la place publique, vous n'étiez jamais resté très loin des vôtres. En tant qu'ancien président de l'UMP, vous deveniez de plein droit, en mai 2015, l'un des 18 membres du bureau politique de la nouvelle formation Les Républicains. Quoi qu'il en soit, la guerre à l'UMP et les multiples controverses semblent avoir laissé des traces indélébiles dans l'opinion. Aujourd'hui, seules 2 personnalités de droite figurent dans le classement des 10 politiques préférés des Français, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. Dans un article des Échos paru il y a quelques années, un de vos proches déclarait « Copé remonte toujours à cheval ». Votre parcours semble ainsi loin d'être terminé, et vos actes et prises de position d'aujourd'hui feront sûrement la politique de demain. Monsieur Copé, merci encore d'avoir invité notre invitation. Je laisse la parole à mes camarades Angèle Deleuze et Louis Cardeleuze pour la suite du débat. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Monsieur Copé, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Donc Monsieur Copé, vous avez tout perdu. Vous avez été traîné dans la boue, vous avez été traumatisé. Dans votre ouvrage Le sursaut français, vous dites, je cite, « La vue régulière d'un micro à proximité me faisait le même effet traumatique qu'un ancien fumeur invité à une soirée où les cigarettes sont consommées en masse. Votre silence médiatique est aujourd'hui révolu. Comment avez-vous trouvé la force, la puissance, le courage et l'héroïsme de revenir subir ces horreurs et ces atrocités? Bon, restons calmes. Pour relativiser tout ça, ce n'est que la comédie humaine. C'est vrai que c'est pas très agréable, mais en même temps, il ne faut pas se tromper, ça n'a rien à voir avec les vrais drames de la vie. Je le souhaite à personne, hein. Une maladie grave, ou la personne qu'on aime et qui viendrait à disparaître. Donc, c'est un accident du travail. Mais en revanche, c'est intéressant parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit que ça peut vous concerner plus tard. Je ne le souhaite pas, mais quand même. Dans toute la vie, il y a des épreuves. Et en réalité, ce qui compte, c'est pas tellement l'épreuve qu'on subit, c'est la manière dont on arrive à se reconstruire après. On appelle la résilience. Et ça a été un travail très instructif. Vous êtes donc candidat à la primaire de la droite. La droite s'est toujours distinguée en ayant un leader naturel. Ce n'est plus le cas aujourd'hui au vu du nombre de candidats à la primaire. Pensez-vous que vous risquiez un nouvel éclatement de votre famille politique ou même un suicide collectif? Non, parce que, en fait, je pense que quand il n'y a pas de leadership naturel, justement, il est absolument indispensable qu'on arrive à se déterminer, pour savoir quel sera notre programme et qui sera notre candidat ou notre candidate. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de faire une primaire. D'ailleurs, tous les grands partis démocratiques du monde le font, on était le dernier à pas le faire.
Et objectivement, là, il n'y avait pas le choix. Sinon, on risquait le pire, c'est-à-dire d'avoir au premier tour de la présidentielle 2 ou 3 candidats de la droite et du centre. Et là, alors là, ça voulait dire, de manière assurée, Le Pen et le candidat socialiste au deuxième tour, et là, on voulait pas. Comme Angèle et Annick viennent de le signifier, vous avez annoncé il y a un mois votre candidature pour les primaires de la droite et du centre. En imaginant que vous seriez à l'Élysée dans un peu plus d'1 an, je vous propose un petit jeu, celui de composer votre gouvernement, dont vous proposez 2 choix pour chaque ministère, et vous direz le plus spontanément possible ce que vous choisissez. Vous voulez que je donne des noms? On va vous laisser les choix. Oula. À Matignon, Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy? C'est très piégeux, votre truc. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres en plus, ça n'est que le début de l'histoire. Là, vous me demandez l'impossible, parce que dans le monde merveilleux dans lequel nous vivons, qui est celui des médias, du net et tout, si je sors des noms, là, j'ai pas fini de m'embêter avec. Dire, voilà, qu'est-ce qu'il a dit à Dauphine et tout. Et avec le portrait que j'ai entendu, qui était très gentil, mais pas toujours. Parce que le dit à côté de vos amis de Bédec de Lille, honnêtement, c'était bizarre. Mais voilà. Mais en revanche, bon, là, si on joue à ça, je ne vais pas y arriver. Vous ne voulez pas faire des questions un peu plus sympas? Non, franchement, c'est impossible de faire un casting avec des noms. Impossible. Vous imaginez Nicolas Sarkozy à Matignon, alors qu'il a été président de la République, il le prendrait très mal. Emmanuel Macron, du coup. Emmanuel Macron, il est à gauche. Alors, il est à gauche. Il est à droite, finalement. Il est un peu partout, finalement. Moi qui voulais des choix clairs, je pense que les Français veulent des choix clairs. Si vous dites qu'il est un peu à droite, non. C'est-à-dire, en fait, à gauche, c'est une star, mais si jamais il passait à droite, ça le banaliserait beaucoup. Tout ce qu'il dit, on le dit tous. On l'a pas fait, mais on le dit. Oui. Au Quai d'Orsay, Donald Trump ou Vladimir Poutine? En tout cas, j'espère vraiment qu'on n'aura pas Donald Trump. Ça va être quand même très compliqué. D'ailleurs, vous savez, quand j'ai fait mon discours d'annonce de campagne il y a samedi matin à Meaux, j'ai choisi un slogan qui est « On ne recule plus ». C'est vrai que je crois que les Français, tout le monde en a tellement marre de reculer tout le temps dès qu'il y a une difficulté. Là, on en a eu en ce moment sur la loi travail. Là, donc, il y a eu 2 manifs et une pétition. Ça y est, le gouvernement a reculé. Pas l'évoquer. Et donc, du coup, j'ai dit, moi, je ne serai pas la droite qui recule tout le temps. Voilà. La droite décomplexée, c'est pas la droite qui recule tout le temps. À l'écologie, pardon. Pardon, ouais, À l'écologie, Eva Joly ou Emmanuel Cos? Terrible. On a encore 5. Eva Joly, je me souviens, Eva Joly, c'était celle qui, quand elle était candidate à la présidence de la République, elle avait proposé qu'on supprime le défilé militaire du 14 juillet pour le remplacer par un pique-nique géant de travailleurs sociaux sur le marché. Emmanuel Cos. À l'élimination. À Bercy, Thomas Piketty ou Joseph Stiglitz? Je voudrais quelqu'un qui s'occupe de faire un peu une politique de l'offre, voilà, vous voyez, ça serait bien. Je ne suis pas sûr que Thomas Piketty soit tout à fait sur le même ligne que moi. À l'intérieur, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon? Là, franchement, écoutez, là, ni l'un ni l'autre, jamais, nulle part. À l'éducation, Michel Onfray ou Alain Badiou? François-Xavier Bellamy, jeune agrégé brillant, ministre de l'Éducation. À la justice, Big Malion ou Bettencourt? Ouais, pas Cahuzac. Bonne réponse. À la culture, vous aviez confié que si vous n'aviez pas fait de politique, vous auriez été pianiste, donc Chopin ou Mozart? Ou Stan Getz. Et pour finir, au sport, Franck Leboeuf, qui est originaire de votre ville, Meaux, ou... Nous avons donné son nom à un gymnaste. Ou Zlatan Ibrahimovic. Franck pour le cœur, Zlatan c'est le plus grand. Dans votre programme, vous évoquez la nécessité de faire de grandes réformes après 2017. Pour ce faire, et en gaulliste affirmé, vous évoquez les 6 mois de juin à décembre 1958 qui, selon vous, ont changé l'avenir de la France.
durant lesquelles l'article 38 notamment, permettant au gouvernement de prendre des mesures par ordonnance, avait été inscrit dans la Constitution. Ne pensez-vous pas que l'utilisation de cet article, ou plus récemment du 49.3 par le gouvernement, affaiblisse encore un peu plus le pouvoir législatif en France dans un régime qui est déjà extrêmement présidentiel? Ça, c'est une question de fond, hein. Ça, il faut que je prenne 2 secondes de plus. On vous laisse réfléchir. Non, je ne suis pas pour réfléchir, mais pour l'exposer. Parce que c'est vraiment une question, je trouve, qui est très intéressante pour vous qui êtes étudiant ici à Dauphine. Je sais, pour être très très impliqué d'ailleurs dans votre cursus par personne interposée, que vous en bavez quand même. Hein. Je voulais dire, je n'imaginais pas que c'était à ce point-là. Donc je compatis, c'est gentil de m'avoir accordé une heure. Parce que vous bossez tout le temps. En tout cas, celui que je connais. Juste une chose. C'est une réflexion qu'il faut que je partage avec vous sur cette histoire de décision. Parce que beaucoup d'entre vous vous destinez à l'entreprise, mais peut-être certains à l'action publique, parce qu'il y a aussi des cursus qui permettent d'entrer dans l'administration. Je voudrais donc prendre une seconde. Il y a un vrai problème en France, et quand on fait du benchmark, il faut regarder ça très près. Le problème, c'est l'inefficacité de la décision publique. Or, en vérité, ce débat de l'efficacité ou l'inefficacité de la décision publique nous engage tous. Parce que moi, j'ai traversé la France dans tous les sens là, pendant 18 mois pour essayer de vérifier mes intuitions, et tous les gens que j'ai vus, c'est unanime. Hein. Ils disent tous la même chose. Ils disent, en réalité, on ne peut plus supporter les hommes politiques, d'ailleurs de gauche comme de droite, parce qu'ils n'ont pas de résultats. Et ça, dans une entreprise, ce serait inimaginable. C'est-à-dire que la culture du résultat dans l'entreprise est une évidence, et une entreprise qui n'a pas de résultat en termes, bien entendu, de valeur ajoutée, de résultats d'activité, de politique sociale, de politique économique, etc., est vouée à la disparition. En politique, ça a l'air de poser aucun problème. C'est-à-dire, vous ne faites pas baisser le chômage, vous ne faites pas baisser l'insécurité, vous ne faites pas baisser les déficits, mais vous pouvez y retourner, c'est pas grave. Oui, j'ai pas réussi la dernière fois, mais j'ai très envie de recommencer, donc je ne vois pas pourquoi je ne serais pas candidat, etc. Ça insupporte les gens. Mais ça insupporte les gens. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon livre, Le sursaut français, je fais tout un travail de comparaison entre les deux, entre la gouvernance d'entreprise et la gouvernance publique, parce que je crois que la clé de voûte du système, ça n'est pas de savoir si on prend une décision ou pas, c'est de la prendre le plus vite possible et d'appliquer. Et en fait, le vrai sujet, c'est d'appliquer. Et pour la prendre le plus vite possible, il n'y a pas 36 solutions en matière politique, il faut être élu sur un programme et immédiatement la mettre en œuvre. Et là, j'ai pris cette référence, comme l'avait fait De Gaulle en 58, par ordonnance. Si vous faites une procédure législative classique, c'est 18 mois. En 18 mois, vu la rapidité du monde d'aujourd'hui, c'est intenable. En 1850, en 1940, enfin en 1960 plutôt qu'en 40, c'était pas un problème, une procédure législative traditionnelle, 18 mois, ça réglait les choses. Aujourd'hui, compte tenu du numérique, compte tenu de l'évolution des problématiques, c'est impossible de prendre autant de temps. Donc mon point, c'est de dire, on est élu sur un programme où il y a 15 décisions à prendre pour débloquer le pays, sur les 35 heures, sur les retraites, sur la baisse des déficits, sur la politique fiscale, sur l'immigration, sur l'éducation. On fait campagne dessus, on rédige les ordonnances. Le président, il est élu le 15 mai 2017. Le 2 juillet, il y a la nouvelle assemblée. Le 3 juillet, il a ses ordonnances. Elles sont adoptées immédiatement, ça prend une journée. Et à ce moment-là, on passe plus de temps à évaluer l'application des décisions, plutôt que de passer un temps fou à savoir si on décide ou pas. Pendant ce temps-là, il y a des manifs dans les rues, ça bloque tout, et ça donne le spectacle tragicomique auquel on est encore en train d'assister aujourd'hui avec la loi travail. Sur un autre thème, vos détracteurs vous ont longtemps reproché votre discours à Draguignan avec l'histoire du pain au chocolat en 2012. Dans votre livre, vous justifiez cette anecdote en évoquant les derniers attentats du 13 novembre. Ne pensez pas que c'est à l'amalgame avec de... Non, vous m'avez pas lu là. Non. Vous avez lu Non, je me souviens très bien de ce que j'ai écrit. Donc, Rétrospectivement, notre pays ayant depuis subi l'épouvantable traumatisme des attentats djihadistes et la prise de conscience nationale que l'on sait, cette anecdote a hélas toute sa place dans la description des dérives dans laquelle est plongée une partie significative de nos jeunes. Voilà. C'était bien que vous lisiez le texte. Des dérives dans laquelle est plongée une partie significative de nos jeunes et qui conduit à un processus infernal. L'histoire du pain au chocolat est très intéressante.
Et je voudrais vraiment que vous y réfléchissiez, non pas sous l'angle comique, mais enfin on a tellement rigolé dessus qu'à la fin c'est vrai qu'on ne sait plus trop sur quoi rire avec ce pain au chocolat, parce qu'on a vraiment, on l'a fait dans tous les sens. Vous savez, le nombre de fois où j'ai vu à la télé les vannes, les blagues, enfin à la fin on ne sait plus. Marquons peut-être juste, on appuie sur pause et on la décrit, l'histoire, sous l'angle de la communication politique et du phénomène sociologique. Très très intéressant. C'est quoi l'histoire? Au départ, c'est une histoire vraie qui m'arrive en tant que mère, un père de famille qui vient me voir et qui me dit, parce que tous les vendredis je suis de permanence, et qui me dit, monsieur le maire, je suis scandalisé, ah bon, qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, j'habite au 14e étage de la tour Chenonceau, en l'occurrence, que depuis j'ai démoli, et qui est comme ça, c'est l'imagination débordante des disciples de Le Corbusier, les tours 15 étages, l'ascenseur qui s'arrête tous les 5 étages, il faut voir ce que c'est, c'est à 50 km de Paris. J'ai donc fait démolir depuis, et donc il me dit j'habite au 14e étage, et je travaille de nuit, et moi, ma satisfaction, c'est que quand je rentre de mon travail, je ramène un pain au chocolat à mon fils pour sa journée, pour son goûter, très bien. Et il me dit je suis furieux, il vient de se faire agresser, c'était au début des années 2000, par des voyous qui lui ont arraché son pain au chocolat, en disant tu ne manges pas pendant le ramadan, etc. Et il me raconte cette histoire. Et je me dis, mais c'est vraiment le type d'histoire qui raconte, qui décrit ce qui passe jamais au journal de 20h, parce que c'est la vie quotidienne, c'est de la violence gratuite, c'est l'instrumentalisation de la religion à des fins de violence, en fait. Bon. Je raconte cette histoire. Et en fait, et ça c'est très français, l'histoire à ce moment-là crée une espèce de polémique, non pas sur le phénomène humain, qui en soi mériterait qu'on s'y intéresse quand même, parce que ça, c'est vraiment comment on instrumentalise la religion à des fins de violence dans un quartier. Mais plutôt que ça, la polémique vient sur moi. Comment est-ce qu'il a pu dire ça? Quel scandale, comme si ça n'était pas convenable, etc. Et c'est devenu n'importe quoi. Copé dit que les musulmans mangent les pains au chocolat des enfants, et puis pourquoi pas Copé dit que les gens mangent des enfants. Enfin, on était dans la désinformation la plus grotesque et même la plus irresponsable. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est que rétrospectivement, quand on sait tout ce que nous avons vécu, tout cela paraît triste et futile, mais en réalité, c'est voilà comment on interdit les débats. Parce que derrière ça, il y a une réalité, d'une part de notre société, contre laquelle il faut combattre. Je vais vous donner un autre exemple, pour vous montrer que vraiment, ça peut toucher tout le monde. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, qui par ailleurs ne va pas ménager, puisqu'elle est dans le top 10 de celles qui vont le plus fracasser à chaque fois qu'elle parle. Pourquoi pas, c'est la vie, c'est humain, pas de problème. Enfin, c'était triste, je le regrette, se retrouve au cœur d'une polémique, parce qu'elle était sur Canal, je ne sais pas si vous avez souvenu de ça, il y avait un président, je mets des guillemets, d'association, qui explique sans rire qu'il est une association humanitaire, mais qui refuse de serrer la main aux femmes. Ça fait quand même un petit scandale sur le plateau. Et donc elle est à côté, évidemment elle dit son indignation. Normalement, la polémique qui suit sur un truc comme ça, c'est comment est-ce qu'on peut à la limite inviter un gars comme ça qui dit je ne serre plus la main aux femmes, qu'est-ce qui fait qu'on puisse ne pas considérer qu'il y a quand même un problème derrière ça de respect, de valeur de la République, de respect des femmes? Eh bien pas du tout. La polémique n'a pas porté sur le monsieur. Elle a porté sur Najat Vallaud-Belkacem, parce que Najat Vallaud-Belkacem aurait dû quitter le plateau. Et donc on s'est focalisé sur elle, on s'est focalisé sur lui. Et je dois dire que je me suis dit, mais vraiment, quand est-ce qu'on arrête d'être à l'envers dans ce pays, quoi? Quand est-ce qu'on parle des sujets qui sont vraiment des sujets? Le sujet, c'était le gars qui dit je ne serre pas la main aux femmes, c'est pas la ministre parce qu'elle n'a pas fait assez de scandale. Vous voyez? Et je voudrais vraiment qu'on essaye de mûrir un peu sur ces thèmes. Le problème, encore une fois, c'est qu'est-ce qui fait que dans notre société, on arrive à de telles situations de violence qui n'ont pas lieu d'être. Alors, ce qui est vrai, c'est que mon erreur, c'est ça que j'ai expliqué à propos du pain au chocolat, je pensais que c'était ça que vous avez relevé, c'est que l'image du pain au chocolat était tellement forte qu'elle a tué l'idée. C'est-à-dire que l'histoire est vraie, les faits sont exacts, mais que cette image, en réalité, a fait qu'on s'est focalisé sur l'image au lieu de décortiquer le phénomène sociologique qui peut conduire une partie de nos jeunes à partir dans des dérives délirantes. C'est ça le thème du marché. À réfléchir. On va maintenant parler de la place de l'islam. Pensez-vous qu'il faille organiser un grand débat sur la place de l'islam en France? Et deuxièmement,
Pensez-vous qu'il faille revenir sur la loi de 1905 portant sur la séparation de l'Église et de l'État afin d'avoir une réflexion sur certains thèmes tels que le financement des mosquées ou encore la formation des imams? C'est ce que je raconte dans mon livre. C'est pour ça qu'on vous a posé la question. Bien joué. En fait, l'idée est la suivante. Comme vous le savez peut-être, je suis celui qui a porté avec mes collègues et amis députés à l'époque la loi d'interdiction de la burqa. Qu'est-ce que c'est la burqa? C'est pas du tout un voile. C'est un signe religieux comme un autre. La burqa, c'est un masque intégral. Et autant le voile est un tout autre sujet qui peut donner lieu à débat, mais qui, à mon sens, c'est un débat qui ne doit absolument pas déchaîner les passions, autant la burqa, ça je ne suis pas d'accord, parce que c'est un masque intégral, et c'est donc un déni d'identité pour les femmes. Et il atteint le principe d'égalité, et moi je me suis depuis toujours engagé pour la cause des femmes, dans de très nombreux registres, y compris la parité dans les conseils d'administration. Donc c'est vous dire que, pour moi, la burqa, c'était juste pas acceptable. Et donc, avec un certain nombre de mes collègues, y compris d'ailleurs communistes, nous avons porté une proposition de loi pour interdire la burqa. Tollé général, même genre, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, tollé général, mais comment, j'ai même entendu au plus haut niveau de l'État, quelqu'un à l'époque, nous étions en 2009, je crois, me dire comment on ne va pas faire une loi pour 2000 femmes, je sais pas, il me semblait que même pour une seule femme, il fallait faire la loi quand même. Bon, chacun ses idées. Bref, ça a été une polémique importante, mais au moins on a eu une solution. On a eu une loi d'interdiction. Je regrette qu'elle soit mal appliquée aujourd'hui, enfin la solution existe avec cette loi d'interdiction. Reste que je pense qu'il faut quand même qu'on comprenne que tant qu'il y aura des points qui ne seront pas réglés pour l'exercice du culte musulman en France, il y aura des ambiguïtés et donc des sources, des tentations pour les extrémistes d'exploiter ces situations. Parmi celles-ci, il y a le fait que n'est pas réglé le problème de la construction des lieux de culte musulmans, ce n'était pas dans la loi de 1905 qui pour cause, ni la formation des imams. Et donc je préconise, alors j'ai appelé ça un concordat, peu importe les termes, mais parce que j'aime l'idée de concorde, qui vise à régler un certain nombre de problèmes. Parce que si on veut être très ferme sur les devoirs, par exemple ne pas tolérer le fait que certains ne veuillent pas de mixité dans les piscines, des comportements inacceptables dans les hôpitaux, etc., il faut que dans le même temps on règle les problèmes. Et notamment celui du financement des mosquées, et d'autre part celui de la formation des imams en France, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de règle, et n'importe qui peut devenir imam sans même avoir une certification, ce qui quand même est un problème. Donc ça doit être réglé par la loi, et la loi de 1905 ne l'a pas permis. Nous allons maintenant aborder le thème de l'emploi. Donc la loi El Khomri suscite une vive opposition de la part de certaines catégories de la population, notamment la jeunesse. Non, pas la jeunesse. Ouais, ils sont non, les syndicats, syndicats étudiants. Ouais. Des petits blocus quand même. Ouais. Donc les jeunes semblent demander plus de sécurité au niveau de l'emploi. Non, pas les jeunes. Non, mais je dis pas les jeunes. Les syndicats. Pas les jeunes. Ben non. C'est pas un sondage. Les jeunes d'entre nous sont pas favorables à la loi El Khomri. Ouais. Donc, vous avez fait de la flexage. Qui est favorable à la loi El Khomri? Ah, vous êtes 7, hein, Non, attendez. Qui est favorable à la loi El Khomri? Non, mais attendez, je me mêle de la conversation. Mec. Je vais vous dire une chose. Oui. Je voudrais vous dire une chose à propos de ça. Le coût de l'instrumentalisation des jeunes, c'est insupportable. Vous y êtes pour rien, personne n'y est pour rien, mais c'est insupportable. Ça fait des années, c'est le même numéro. Il y a une loi, il y a des syndicats de jeunes, des syndicats de salariés qui appellent à aller dans la rue, ça fait une manif, ça fait des images, et on dit les jeunes sont contre, les salariés sont contre, la France est contre. Non. Et je vais vous dire, non mais juste pour vraiment qu'on règle ce problème, c'est insupportable et on est ridicule devant le monde entier. Alors le tentative de sondage, juste je vous dis ce que je pense, c'est assez héroïque, et assez héroïque qu'il y a eu autant de mains qui se lèvent. Je vous explique. C'est jamais à la mode de soutenir un texte gouvernemental dans un amphi, que ce soit à Dauphine, à Sciences Po, à l'EDEC de Lille ou n'importe où. Jamais. Ça marche jamais. Pourquoi? Parce que on se croit obligé, c'est normal quand on a 20 ans, de ne pas avoir l'air d'être trop en phase avec un gouvernement
sauf s'il défend des tas d'idées très belles dans des domaines inapplicables. Alors ça, éventuellement, on veut bien le faire. C'est le drame de notre pays, parce qu'en vérité, il n'y a pas un seul jeune qui, s'opposant à cette loi, se projette 10 ans après pour regarder comment marche l'économie de ce monde dans lequel nous sommes. Moi, je vous dis une chose, quand j'entends qu'il faut plafonner les heures de travail des apprentis, comme je l'ai entendu, ça ne doit pas dépasser 10 heures. Mais dites-moi, vous travaillez combien d'heures par jour comme étudiant pour réussir votre vie? Vous travaillez comme des brutes. Et vous allez nous expliquer sans rire que quand vous serez dans le monde du travail, il faudra travailler moins avec ce que vous avez fait comme étudiant? C'est une blague. Vous allez m'expliquer qu'on ne va pas mettre de la flexibilité dans les entreprises alors que peut-être demain vous allez être chef d'entreprise. Et ouvrez un code du travail, vous allez comprendre de quoi on parle. Donc moi, franchement, je ne peux plus supporter la démagogie. Non mais je vous le dis, hein, je vous le dis, alors vraiment, avec beaucoup d'affection, je ne peux plus. Parce que c'est pour vous. Et qu'il y a un moment, il faut atterrir. Parce que là, ceux qui manifestent dans la rue, ils manifestent contre leurs propres intérêts. Et pourtant, c'est une loi qui est défendue par Valls, Hollande, je ne sais plus très bien, enfin, grosso modo, ils sont en train de reculer et de ridiculiser tout le monde. Alors sans compter François Fillon qui lui dit qu'il faudrait un référendum, alors comme ça, comme les Français ne peuvent plus supporter le gouvernement, ils voteront non, comme ça, plus personne n'osera jamais rien faire sur le droit du travail, et on plombera encore plus notre pays. Il faut atterrir, il faut atterrir. Cette loi, elle n'est pas pour moi, elle est pour vous. Elle est pour que demain, on essaye de remettre de la compétitivité en France. Et je vais vous dire une chose, 2017, il ne faudra pas se bourrer. Hein. Moi, je vais faire campagne là-dessus, en disant maintenant, ça suffit. Ou on met de la souplesse dans l'économie, ou on n'en met pas. Si on n'en met pas, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer, parce qu'on va fermer la maison de France, mais alors, vite fait, bien fait. J'ajoute que généralement, ceux qui disent ça dans le même temps, quand ils vont s'expatrier en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, ils ne commencent pas par discuter les horaires de travail. Hein. Ils veulent bien savoir combien ils vont gagner, d'ailleurs ils vont bien gagner, mais ils ne vont pas discuter les heures de travail, parce que vous discutez les heures de travail devant un employeur américain, britannique, allemand, etc., il vous éclate de rire. Il vous dit juste, non, maintenant on va bosser, on va essayer de faire réussir la boîte, et si la boîte réussit, tu vas réussir aussi. Voilà. Donc je pense que la démagogie, il faut que ça se termine. Il faut qu'on ait quand même le courage de dire les choses. Et c'est pour vous en plus qu'on les dit. Donc le coup des étudiants et des jeunes dans la rue qui s'opposent à la loi avec des trémolos dans la voix, stop. Non, tombez pas dans ce panneau. Laissez-les dans la rue. Franchement, c'est bien, c'est sympathique, mais dites-vous bien une chose, ce pays, on va essayer de le sauver. En tout cas, moi, je vais essayer de m'en occuper, si les circonstances le permettent et que les Français votent pour moi. Et quand je dis on ne recule plus et que j'en fais le slogan de ma campagne, c'est pas par hasard. Hein. Et je ne vais pas faire ça en amateur quand j'ai 2 heures à perdre le dimanche. Là. Je vais y mettre toute mon énergie parce que c'est pour l'avenir du pays. Voilà. Comme j'ai des enfants en plus à Dauphine, inutile de vous dire que je suis ça de très très près. Sans parler des jeunes, vous avez, comme nous l'entendons, fait de la flexibilité votre cheval de bataille. Flexi-sécurité, c'est dans tous les cours d'économie. Flexi-sécurité. Nous nous demandions comment une politique de l'offre peut-elle être effective alors que la demande mondiale semble stagner. Ah non, mais c'est pas le sujet. Sur l'emploi. Non. Alors attendez. Moi, je fais le diagnostic suivant, mais ça c'est très intéressant de le partager avec vous. Je pense qu'il y aura des questions après qu'on va discuter. Très très intéressant. Il y a un vrai sujet d'arbitrage pour l'économie française, et je pense d'ailleurs plus généralement pour l'économie européenne, qui est de savoir quelle est la bonne stratégie de politique économique. Moi, je défends depuis des années, l'idée qu'en réalité, nous sommes en insuffisance de production. C'est-à-dire que nous n'avons pas de problème de demande en France, puisque nous sommes dans un modèle qui, depuis des années, est peu ou prou un modèle keynésien, avec un niveau de déficit budgétaire extrêmement élevé, essentiellement lié à un welfare state qui permet aux Français d'avoir un niveau de pouvoir d'achat relatif supérieur à la moyenne des grands pays industrialisés européens. Notre problème aujourd'hui, c'est que notre appareil de production n'est pas suffisamment stimulé, et donc on est obligé d'importer. Et à partir du moment où on importe, ça veut dire qu'on cumule déficit budgétaire à cause de la relance keynésienne et déficit commercial à cause du fait qu'on n'est pas capable de produire en France. Donc on pèse sur les deux tableaux. Donc la seule solution est maintenant d'agir sur la compétitivité des entreprises. Et là, il n'y a pas 36 manières. Un, c'est le coût du travail. Il faut être dingue pour ne pas voir qu'il y a un problème de coût du travail en France. Et deuxièmement, sur la qualité de la formation de ceux qui travaillent en France. Et on a un appareil de formation qui est bon et qui peut être, à mon avis, encore amélioré, notamment sur un certain nombre de secteurs en tension. Et tout l'objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes diplômés français
de votre université comme d'un certain nombre d'autres, ait suffisamment d'attractivité en France pour rester en France. Et donc, il faut évidemment revoir complètement les conditions de travail. Donc, pour moi, le sujet, c'est une politique de l'offre et sûrement pas une politique de la demande. Il y a une insuffisance politique de demande mondiale, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, par rapport à ça, notre sujet, on est déjà de voir comment au niveau européen, on peut améliorer notre compétitivité, notamment par rapport à toujours sur le thème de l'emploi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on va aborder une situation représentative des inégalités hommes-femmes en France, la présence ou parfois l'absence des femmes dans les conseils d'administration. Cela fait maintenant 5 ans que votre loi, dite Copé-Zimmermann, relative à la mixité au sein des conseils d'administration et de surveillance, est entrée en vigueur. Sophie Belon, patronne de Sodexo, deviendra fin mars la première femme à la tête d'un groupe du CAC 40. Cependant, pour atteindre la proportion de 40% de femmes fixée pour cette année, les entreprises devraient recruter près de 150 femmes dans leur conseil d'administration. Ma question est donc la suivante. Pensez-vous que votre loi va assez loin sur ce sujet? Ah bah oui, parce que c'est une loi qui oblige à la parité intégrale. Hein. Parce que si on dit 40% dans un sens ou dans l'autre, ça veut dire qu'avec des fluctuations sur un conseil d'administration, par exemple, de 10 membres, ça veut dire 4-6 dans un sens ou dans l'autre. Donc objectivement, il faut savoir qu'on n'avait que 8% de femmes dans les conseils d'administration avant que je ne fasse cette loi. Hein. Donc on est vraiment passé enfin à la parité. Je voudrais juste rebondir. Cette loi est un grand succès. Hein. Franchement, autant il y a des tas de trucs qu'on peut rater dans la vie, mais là, ça, vraiment, ça a bien marché. Juste une chose, et là, ça s'adresse, je voudrais vous dire, aux jeunes filles. Cette loi elle a été faite aussi parce que dans le capitalisme français, pas que des qualités, moi s'en faut, il y avait un système dans lequel on arrangeait sa petite cuisine dans son petit réchaud. Et donc on se cooptait entre amis dans les conseils d'administration des sociétés cotées. L'intérêt de cette loi, c'est qu'elle fait un vrai appel d'air pour les femmes qui, ayant une carrière professionnelle dans de très nombreux domaines, sont susceptibles d'apporter leur expérience dans les conseils d'administration. Donc, gardez ça dans un coin de tête, parce que là, vous êtes évidemment très jeune, mais à partir de l'âge de 35-40 ans, vous pourrez tout à fait, à travers les parcours qui sont les vôtres, candidater pour être dans des conseils d'administration et ainsi compléter votre cursus de manière très utile. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Cependant, trouvez-vous ça normal qu'il y ait seulement une femme? On a failli en avoir deux avec Isabelle Cocher, mais finalement elle est que directrice générale. Mais pensez-vous ça normal qu'on en arrive? Mardi dernier, c'était la journée du droit des femmes. Comme vous venez de l'évoquer, la parité est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en politique. On va vous proposer un nouveau petit jeu. Vous allez devoir choisir entre deux personnalités féminines. Nathalie Kosciusko-Morizet ou Valérie Pécresse? Valérie Pécresse. En tant que bébé Chirac. Oui, présidente de la région. D'accord. Martine Aubry ou Ségolène Royal? Ah, Ségolène Royal. Et pour finir, Marion Cotillard ou Sophie Marceau? La Sophie Marceau, hélas. Nous allons désormais parler d'Europe. Sur la parité, pardon, juste pour... J'ai choisi comme directrice de campagne une femme, qui est Michel Damaro. Nous allons quand même être le seul des candidats à la primaire à avoir choisi une femme directrice de campagne. C'est tout à votre honneur. Mais oui. Je pense aussi. Nous allons désormais parler Europe. En 2015, plus d'1 million de réfugiés ont été enregistrés en Europe. Il s'agit de la plus grande crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne, première puissance économique européenne, a choisi d'entrer dans une politique d'accueil nettement plus importante que celle de notre pays, qui prône une capacité d'accueil limitée. Ne pensez-vous pas que la politique de l'Allemagne est plus adaptée à cette crise humanitaire? Je pense que, enfin, vous savez, peut-être que moi j'ai réagi lorsque il y a eu en mois de septembre ces premiers afflux de réfugiés qui arrivaient dans des conditions absolument atroces et qu'on a vu cette photo bouleversante de ce petit garçon noyé sur la plage. Et j'ai parlé de droit d'asile intelligent, parce que autant je suis extrêmement sévère sur la politique migratoire en général, parce qu'elle a été totalement laissée à l'abandon, et on a vu arriver ce qu'on appelle l'immigration économique, qui est en fait une migration sociale venue notamment d'Afrique subsaharienne, de gens qui
on fait un arbitrage qui consistait à choisir avec la France le pays socialement le plus attractif pour ceux qui n'ont pas de travail. Et nous, on ne peut plus financer, et on est dans une situation de déficit majeur. Autant en ce qui concerne, par exemple, la Syrie, l'Irak, on est dans deux situations différentes de populations qui fuient des dictatures monstrueuses, des guerres épouvantables, à l'image de ce qui s'est passé en Europe centrale dans les années 20, 30, etc. Et donc on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. C'est ce que j'ai appelé le droit d'asile intelligent. Il y a parmi ces populations des commerçants, des artisans, des ingénieurs, des médecins, des fonctionnaires, des ouvriers, etc. Bref, des familles qui sont assez proches de finalement de situations qu'ont pu connaître peut-être nos arrière-grands-parents au début du XXe siècle. Donc ça va quand même beaucoup amener à réfléchir sur ce que peut être la meilleure réponse. En même temps, l'Europe a tellement mal géré ça. On s'est trouvé devant un afflux tellement important qu'aujourd'hui on est débordé. Et que comme chaque pays résonne dans son coin, la situation est catastrophique et le remède est pire que le mal. Vous parlez d'Allemagne, vous avez raison, vous avez vu les scores d'extrême droite néo-nazis aux élections hier. Regardez aussi le comportement de la Grande-Bretagne, qui est totalement hermétique et qui nous laisse, nous, gérer la situation à Calais, et c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que la situation est pire, parce qu'aujourd'hui, on n'a rien géré. Dans le sursaut français, vous avez évoqué l'idée d'immigration choisie, si chère à Nicolas Sarkozy. N'est-ce pas là une forme de discrimination? Bon, alors dans ce cas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui discriminent, y compris le Canada, les États-Unis, etc. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une immigration qui réussisse. On veut que les gens qui viennent dans un pays réussissent leur intégration. Si c'est pour qu'ils soient dans la désespérance et dans la précarité, je ne vois pas qui ça arrange. Hein. Ni le pays d'accueil, ni les familles elles-mêmes. Si on veut que ça marche, il faut que cela corresponde à des besoins. Donc l'immigration choisie, c'est de faire l'inventaire des besoins qu'on a dans notre pays, au lieu de faire de la langue de bois en disant ah, mais c'est pas grave, on va prendre tout le monde, alors qu'on ne peut pas le faire, et que ça génère des tensions majeures. Donc il faut que ce soit des gens qui d'abord acceptent le parcours d'intégration, acceptent de parler français, de s'intégrer complètement, et surtout d'avoir des profils professionnels qui correspondent à nos besoins. Sinon, je ne vois pas bien comment on fera. Et là aussi, il faut arrêter la langue de bois, on en parlait tout à l'heure. C'est à force de faire de la langue de bois, de ne pas avoir une politique assumée, que ça donne des catastrophes. Et c'est ce qui se passe. Et après, on pleurniche parce que le Front National fait des gros scores. Ah oui, mais on a vu ce qu'on a sonné. Vous venez de l'évoquer, en Allemagne, les élections législatives d'hier ont vu triompher le parti d'extrême droite dans 3 Länder. Ce vote est qualifié par les médias de vote sanction envers la politique migratoire allemande. Comment l'Allemagne et le gouvernement doivent-ils réagir selon vous? La réalité, c'est que maintenant, il faut absolument se mobiliser pour réussir les parcours d'intégration de ceux qui peuvent être intégrés. Et ceux qui ne peuvent pas l'être, il faut voir comment on peut au moins assumer un minimum d'efforts de répartition entre les uns et les autres. Mais c'est vrai, il faut arrêter de se mentir, on ne peut pas accueillir autant de monde, on n'est pas organisé pour, c'est pas vrai. Et regardez les problèmes dramatiques que ça pose. Il y a, je crois, à côté, dans une autre salle, une manifestation de riverains dans le quartier qui en dit long sur le fait que les gens sont, à juste raison, paniqués parce que rien n'est organisé, rien n'est géré, rien n'est sécurisé. Et je voudrais insister là-dessus, car dans le programme que je propose aux Français pour cette primaire, je mets un préalable, c'est la sécurité. Pourquoi? Je l'ai vu à Meaux, quand je suis arrivé à Meaux comme maire. Une ville qui est vraiment le reflet de la France d'aujourd'hui, avec des quartiers difficiles, des problèmes de délinquance, etc. J'ai compris très vite que le problème était né du fait que les gens, en fait, ils ne se parlent pas, ils ne s'écoutent pas, ils ne se respectent pas parce qu'ils ont peur les uns des autres. Et tant que la République n'assure pas la sécurité, on n'arrivera pas à faire que les gens vivent ensemble avec harmonie. Donc, c'est évident que quand on crée ce type de situation comme celle qui sont en train de se créer à côté, qu'est-ce qui va se passer? On le voit très bien. Il va se produire alors des tensions, des violences, et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc je pense qu'il faut dans certains moments arrêter là encore avec les grandes paroles, les belles paroles, parce que ce qui compte en fait, c'est qu'on puisse être capable d'appliquer une décision. Si on ne l'applique pas, c'est pire que tout. C'est ce qui se passe. Également, ces 5 dernières années, la France est entrée dans une ère qui lui était jusque-là inconnue, la tripolarisation de la vie politique. En effet, les derniers sondages créditeraient Marine Le Pen de 25 à 28% de suffrage au premier tour des présidentielles de 2017. Donc la présence du FN au second tour semble désormais actée.
Ce nouveau paysage politique peut-il mener à une recomposition de ce dernier, avec, comme on le voit en Allemagne par exemple, une coalition entre la gauche et la droite? Le problème, c'est que la gauche et la droite en Allemagne sont beaucoup plus proches qu'en France. Hein. Entre le SPD et la CDU, il y a quand même vraiment beaucoup de points communs économiques. Et serait-ce possible en France? Comment? Serait-ce possible en France? C'est plus compliqué quand même en France. Hein, parce que Macron ou un rajeunissement. Mais à chaque fois qu'on parle de ça, on cite Macron. Donc, ok, mais enlever Macron, il reste qui? Manuel Valls, je suis pas sûr que ça va marcher très longtemps. Il faut quand même se détendre avec Emmanuel Macron. Enfin, chez tout le monde, c'est la grande mode, mais évidemment, il tient un discours de droite. Donc, ok, s'il veut rejoindre la droite, bienvenue, mais il y aura tout le monde dit pareil. Donc, ça ne va pas créer un appel d'air considérable. Donc, je crois qu'il faut se détendre avec ce sujet. Parce que on ne fait pas un gouvernement de coalition avec Emmanuel Macron. Ça ne va pas le faire, ça ne va pas suffire. Actuellement, c'est plein d'autres gens. Bon. Et quand vous regardez les autres personnes à gauche, éminemment respectables pour leurs idées, on ne peut pas dire qu'on croule sous le consensus. Vous voyez, c'est quand même pas énorme, ça ne saute pas aux yeux, quoi. Et donc en fait, le problème, c'est qu'il y a un vrai risque à faire ça. C'est qu'à ce moment-là, le Front National va se frotter les mains en disant, vous voyez, finalement, l'UMPS, ça n'a pas changé. Ils se mettent ensemble contre nous, donc si vous voulez vraiment l'alternative, votez pour nous le FN. Et d'ailleurs, quand il dit à des gens qui peuvent avoir la mémoire qui flanche, vous n'avez jamais essayé. Ben si, on a essayé en 40, on a un petit souvenir, mais non, c'est pas pareil, on n'est pas pareil, on est gentils, on aime les enfants, on aime... Ben oui, sauf si quand même, c'est extrême droite. Vous ne voyez pas un front républicain si le FN passe au second tour en 2017? Pour un vote, oui. Pour un gouvernement, non. D'accord. Il est maintenant pour vous de refaire des choix. Pain au chocolat ou chocolatine? C'est la même chose. Ça dépend des régions. Vous voyez que je connais ma France. Sciences Po ou Dauphine? Des choses. Mais vous ne m'en voyez pas, mais mon cœur est à Sciences Po quand même. Hein. On ne mettra pas dans notre montage. Ministère de l'assimilation ou de l'intégration? Le problème, c'est que l'assimilation, c'était fait pour des gens qui venaient d'arriver et qui, à ce moment-là, francisaient leur nom, parlaient français sans accent, faisaient oublier leur culture pour, à l'extérieur, être plus français que les Français. L'intégration, enfin, parler d'assimilation pour des gens qui sont déjà en France depuis 3 générations, ça ne ressemble plus à rien. Donc je crois que ce débat est assez stérile. Je préférerais qu'on aille sur du concret. Donc je ne ferai pas de ministère de cette nature. Le prix Goncourt. Oh. La France pour la vie ou pour un État plus fort? Le sursaut français, madame. Une dernière question. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Qui d'autre? Non, c'est bien ça. Bon, sur ces belles paroles, nous passons maintenant aux questions du public. Donc un micro va circuler dans la salle si certains ont des questions. En tout cas, c'est très gentil de me valoriser comme ça, parce qu'avec 3% dans les sondages, honnêtement, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui me soutiennent les Dauphines. Ça peut monter, remarquez, on ne sait jamais. On a le temps. Question. Ici, juste Merci. Bonjour, monsieur Gauthier. Alors, en 2013, vous êtes opposé au projet de loi du mariage pour tous. Vous avez défilé par 3 fois en faisant voir que l'ouverture de la filiation homosexuelle était contraire au principe. La loi Taubira est désormais votée. Donc, alors, moi, président, 2017, abrogation de la loi Taubira? Non. Donc, on ne recule pas, sauf sur la loi Taubira. Non, c'est pas ça. Je vous réponds. Moi, j'étais d'abord fondamentalement hostile à ce qu'on fasse une loi pour l'adoption, et évidemment encore moins pour la PMA, la GPA. Pour moi, la question du mariage était tout à fait seconde. C'était pour moi la question de l'adoption, parce que je suis plutôt favorable à l'altérité sexuelle pour l'éducation des enfants. À l'époque, c'était même un peu plus que plutôt favorable. Comment? C'était même un peu plus que plutôt favorable à l'époque. Oui, je suis favorable. J'ai vu quand même qu'il y a eu, pour le coup, on y a passé un an, plus d'un an, avec des manifs à répétition, des violences. Et pendant ce temps-là, on n'a pas fait de loi économique, on n'a pas fait de loi sur la sécurité, on n'a pas traité
le problème de la sécurisation du pays, la réduction du déficit, et un certain nombre de sujets économiques et sociaux majeurs, qui sont pour moi l'urgence pour ce pays. Donc moi je vous dis tout de suite, si les circonstances me conduisent par le choix des Français à être président de la République, je ne rouvrirai pas ce débat. Je serai extrêmement ferme sur l'interdiction, naturellement, de la PMA et de la GPA, mais je ne vais pas rouvrir ce débat. J'étais effectivement dans la rue, aux côtés de nos militants de l'UMP à l'époque. Il n'était pas question pour moi d'ailleurs de laisser la rue au Front National, qui était en embuscade et qui n'attendait que cela. Mais moi j'invite maintenant chacun à entendre que les tensions qui ont posé les pros et les anti-mariage pour tous a fait énormément de mal à la cohésion de ce pays. Et que dès lors qu'on est responsable, et je le suis, je pense qu'on ne peut pas ouvrir à nouveau ces débats-là, alors que nous avons tant de choses à faire pour l'avenir de notre pays. Voilà mon point de vue. Je ne pense pas que ce soit le vôtre, je ne sais pas, mais en tout cas, je demande que le mien soit autant respecté que le vôtre. Et je vais vous dire pourquoi. Ce qui m'a énormément frappé durant cette période, c'est l'intolérance incroyable des uns face aux autres. On n'avait pas le droit d'être nuancés. Ceux qui étaient pour la loi Taubira étaient totalement pour et ne supportaient pas la contradiction. Ceux qui étaient totalement contre étaient d'une intolérance tout aussi forte que ceux qui étaient totalement pour, des violences, des tensions, des engueulades. Le pays ne peut plus se le permettre. Il faut absolument que maintenant nous essayions de retrouver les conditions d'une paix civile. Cela passe par plus de sécurité, par des réformes économiques et sociales, par le fait de décider tout de suite par ordonnance, et effectivement de ne plus reculer, mais de ne plus reculer sur des réformes qui engagent les générations futures. Je pense en particulier, quand même train de rappeler, la question du temps de travail, la question des retraites, parce que sinon c'est vous qui la payerez, et croyez-moi, vous la payerez très très cher, si on n'a pas le courage de faire. C'est la question de la sécurité, la question de l'organisation du culte et du respect de la laïcité. Vous savez que dans ce domaine-là, je suis en pointe. Croyez-moi, ça demande beaucoup de courage d'être en pointe sur tout ça. Beaucoup de courage. Et donc, c'est là-dessus, moi, que j'orienterai mon action. Oui. Deux questions, une question économique et une question souveraine vers De Gaulle. Récemment, la BCE veut changer la statistique monétaire en affaiblissant son taux directeur. C'est mon point de vue, je juge cette décision économique catastrophique. Pour deux raisons. C'est que c'est une méthode purement keynésienne, inflationniste, oui. La fausse croissance. Donc c'est le résultat. Et la deuxième, c'est que maintenant le taux d'intérêt sera 0%, ce qui fait qu'on ne pourra plus réitérer une telle démarche. Donc à l'avenir, on ne pourra plus rebooster l'économie par ces mêmes moyens. Et je me suis dit, merde, quel cher ce Draghi, j'aurais trop envie d'arrêter de... Mais je me suis dit, Draghi, il n'est pas français. Cette décision qui nous implique tous, elle vient d'ailleurs, elle vient plus loin. Et je me suis dit, c'est marrant, c'est exactement ça la perte de souveraineté dont, je ne sais pas si vous vous souvenez, De Gaulle en parlait. On irait chercher non plus nos lois, nos décisions en France, mais ailleurs, à l'étranger. Et Draghi a peut-être pensé à d'autres choses, à la Pologne, à la Roumanie, je ne sais pas, il connaît mon avis sur ce sujet mieux que moi. Mais on a perdu notre souveraineté. Que peut dire la France? Comment peut-elle s'imposer? La politique monétaire n'est plus l'affaire du gouvernement de la France, mais d'un gouvernement européen. Très très bonne question. Il n'y a pas pu penser à la Roumanie en revanche, parce qu'elle n'est pas dans la... C'est pas grave, je ne suis pas prof, c'est pas grave. Bon, excellente question, qui m'amène à partager avec vous la réflexion sur ce que c'est que la souveraineté d'un pays et l'indépendance d'un pays. Moi je suis très pro-européen, très lucide sur les faiblesses de l'Europe, mais très pro-européen, et je pense qu'on s'est fait complètement avoir par les anti-européens qui ont trouvé le joli mot de souverainiste pour cacher leur anti-européisme. En fait, la souveraineté de la France, pour prendre notre pays, tel que De Gaulle pouvait l'imaginer d'ailleurs, la souveraineté et l'indépendance d'un pays se caractérisent en fait par, comment dire, son indépendance vis-à-vis des banques. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment que la France soit indépendante, et c'est ce que je souhaite, il
faut qu'elle réduise ses déficits et qu'elle réduise ses dettes, donc elle réduise ses dépenses publiques. Car à ce moment-là, elle n'a plus ce problème de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. La décision de Draghi, la fameuse politique de quantitative easing, est une politique qui avait du sens à condition que les pays fassent des réformes structurelles. Car en réalité, ça s'apparente, mais entre guillemets, à une petite dévaluation de l'euro vis-à-vis des autres monnaies mondiales, ce qui a considérablement stimulé ceux de nos entreprises qui exportent, pour des raisons évidentes. Donc elle n'est pas que négative. En revanche, il aurait fallu que les États fassent les réformes structurelles qu'on doit faire quand on fait ce type de dépréciation monétaire, ce qu'ils n'ont malheureusement pas fait. Sinon, en soi, c'était pas complètement absurde de faciliter un peu la circulation de liquidités. Voilà. Donc c'est le bémol que je mets. En revanche, c'est vrai, aujourd'hui la situation est très mauvaise pour les raisons que vous avez décrites. Mais c'est pas parce que ça a été pris par la Banque Centrale Européenne, c'est parce que nous, Français, ne faisons pas les réformes structurelles dont nous avons besoin. Car en réalité, c'est ça le sujet. La monnaie confiée à la Banque Centrale, ça ne me pose pas de problème si nous continuons de maîtriser notre politique budgétaire, mais que celle-ci est vraiment une politique budgétaire où on baisse les déficits, ce qu'aujourd'hui nous ne faisons pas. Une autre question? Oui. Que diriez-vous à Jean-Christophe Lagarde qui ne veut pas participer à la primaire de la droite? Que je le regrette. Comment? Mais je pense que c'est un début de négociation. En fait, je crois qu'il fait un rapport de force avec l'UMP, enfin les Républicains, pour les places aux législatives. Donc on verra à la fin de la négociation. Il a fait pareil avec les régionales il y a 6 mois pour avoir des places. Vous pensez qu'il va encore changer d'avis? Oui, c'est un peu l'ADN de l'UDI. Ils sont gentils, ça n'a rien à voir. J'ai un peu tendance à aller avec le vent. Oui. Bonsoir Monsieur Copé. Il y a 3 ans, vous étiez déjà l'invité de Dauphine Discussion Débat. Et il y a 3 ans, vous aviez, je cite, déclaré que les 35 heures de la question du temps de travail, il faut arrêter d'en parler, ça en devient ridicule. Oui. Ce soir, 3 ans après, vous êtes à nouveau l'invité de Dauphine Discussion Débat. Pourtant, ce soir, vous faites fervent défenseur de la loi El Khomri, contre qui cet amphithéâtre n'est clairement pas. Donc ce soir, ma question, Monsieur Copé, vous avez dit à nous, Dauphinois, d'ouvrir des codes du travail pour nous rendre compte de l'importance des efforts. Des cours du droit du travail, on en a, des codes du travail, on en ouvre. C'est pourquoi aujourd'hui, la solution à mes yeux, et aux yeux de beaucoup d'étudiants à Dauphine, ce serait moins de flexibilité et pas plus de flexibilité, comme vous l'avez dit. Vous avez cité les États-Unis, pour qui vous avez dit ce débat ne serait même pas une question, ils n'en parlent pas. Aux États-Unis, ils ont 2 semaines de vacances par an, ils ne se plaignent pas, ils ne tirent pas le genre de débat qu'on tient aujourd'hui en France. Donc pourquoi en France on se complique les choses et on essaye de nous faire croire que ça va nous faciliter les choses? Pourquoi plus de flexibilité au lieu de moins de flexibilité? Alors, c'est très important votre question. C'est un débat. D'abord, moi je respecte tous les points de vue, c'est pas le mien, mais chacun les siens. Mais simplement, moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder les faits. Parce que quand on est un décideur politique, il faut regarder les faits pour voir là où ça marche, où là ça marche pas. Bon. Quelle société on veut? Moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quelle société on veut vivre. Est-ce que c'est une société dans laquelle on a une législation très avantageuse pour ceux qui travaillent, mais en même temps avec des taux de chômage énormes? Ou est-ce qu'au contraire, on veut qu'il y ait le maximum de gens qui puissent travailler et être dans la vie active? Or, qu'est-ce que je constate? C'est que ce sont dans les pays qui ont le plus de flexibilité que le taux de chômage est le plus faible. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Vous me dites, les États-Unis, ils ont 2 semaines. J'ai jamais dit qu'il fallait qu'il y ait 2 semaines de vacances, mais on en a 5. J'ai même pas dit qu'il fallait les supprimer. J'ai simplement dit, je pense, et là vous avez raison, c'est pas dans la loi El Khomri, c'est même pas dans la loi El Khomri. Mais comme c'est un progrès, je dis plutôt, votons-le, voilà. Enfin, comme c'est en train de revenir en arrière, à mon avis, on va rien voter. Ah bon. Mais les 35 heures, c'est pas dedans. Je pense quoi? Je pense que si on revient à ce qui existait avant, c'est-à-dire 39 heures, c'est une demi-journée de boulot en plus par semaine. Cette demi-journée en plus de boulot par semaine, elle correspond pour quelqu'un qui est au SMIC à l'équivalent d'un 13e mois. Quand même, ça se regarde. Je veux dire, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir.
le fait qu'ainsi puisse avoir un gain de rémunération par le fait de travailler une demi-journée de plus. Quand même, que par ailleurs, on sait tous que si les contraintes au licenciement sont trop fortes, et que notamment elles conduisent trop à devant les tribunaux, avec des sanctions lourdes, avec des niveaux d'indemnité très élevés, les employeurs n'embauchent pas. Ça se regarde quand même. Vous comprenez? Moi, je préfère un système dans lequel, quand on perd son travail, on peut plus facilement en retrouver un autre, parce que l'activité économique le permet. Parce que c'est de la circulation, l'économie, c'est des flux, c'est pas un statut. On est en 2016. Regardez l'ubérisation de la société. On peut être contre, mais c'est la vie d'aujourd'hui. On a des progrès extraordinaires qui sont réalisés. Moi, quand j'entends certains me dire « Oh là là, quelle horreur, ce serait tellement bien que les jeunes dans les banlieues, ils aient du boulot. » Bah oui, sauf qu'ils travaillent chez Uber. Quand dans le même temps, on nous dit « On va interdire Uber Pop », je me dis « On rêve. » Enfin, il faut qu'on soit cohérent. Donc, encore une fois, moi je veux bien qu'on dise moins de flexibilité, mais alors il faut qu'on dise « Ok, dans ce cas, on accepte d'avoir une société avec un taux de chômage à 15 ou 20%. » C'est pas la société que je veux. Mais si c'est vous le souhaitez, très bien, mais encore une fois, c'est un débat. Et ce débat, il va être tranché par un vote en 2017. Et je crois qu'il faudra que la majorité, si elle décide de moderniser ce pays, eh bien, il faudra que les dirigeants n'aient pas la main qui tremble, qu'on le fasse une bonne fois pour toutes. On l'a jamais essayé avant, quand même. Vous voyez? Donc il faut le regarder. Et je vous assure, essayez peut-être d'avoir un tout petit peu moins de certitude et de regarder dans le détail les choses. Le Code du travail intègre des contraintes, des rigidités qui sont incroyablement dissuasives dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il a été, pour l'essentiel, écrit il y a 60 ans. Il est totalement décalé, pour tout. Et donc c'est ça qu'il faut changer. On garde les grandes lignes, et puis ensuite, on laisse de la souplesse. Un dernier point, je préconise, là je vais finir de vous dégoûter, enfin tant pis, je prends mon risque, c'est jamais. Je préconise que ce soit dans chaque entreprise qu'on décide l'organisation du travail. C'est le référendum d'entreprise. On ne passe pas par les syndicats, qui sont minoritaires. On fait voter les salariés. Si vous avez une majorité de salariés, comme ça a été le cas chez Smart, qui votent pour un changement dans le temps de travail, gagner plus en travaillant le dimanche, on ne va quand même pas les empêcher sous prétexte que 3 syndicats venus de l'extérieur les en empêchent. Vous comprenez? Il faut quand même être un tout petit peu attentif à la démocratie, au vote des gens, quoi. Donc sinon, ça veut dire que on confisque la parole des salariés. C'est quand même pas normal. En attendant que le public trouve de l'inspiration, j'ai une question à une des pompées, qui est le Brexit, qui est au cœur des discussions européennes en ce moment. Pensez-vous qu'il y a un réel risque de sortie de l'Europe, de la Grande-Bretagne, et quelles en seraient les conséquences? Il y a un vrai risque, oui. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il y a un vrai risque. On va voir comment ça va se finir, mais les conséquences, c'est que Paris va devenir la place financière la plus attractive du monde. Ce n'est pas quelque chose de... Je sens un léger scepticisme là. Pour l'Union européenne. Mais il faut y aller, hein. Il faut se battre un peu. C'est pas mort, hein, la France. Hein. On va essayer d'y arriver quand même. Hein. Donc, parce que comme je sais quand même qu'un certain nombre d'entre vous doivent se dire de toute façon la France ce sera très difficile, et on a quand même besoin de vous. Hein. Ça va quand même être avec vous qu'on va le faire. Hein. Ça va pas être avec, j'allais dire le pape. En l'occurrence, non, vraiment pas. Donc, faut quand même qu'on se dise que s'il y a un gouvernement qui libère, qui crée les conditions pour qu'on investisse en France, pour qu'on baisse les impôts, qu'on soit attractif, il faut le jouer là quand même. Donc voilà, mon point c'est que si jamais la Grande-Bretagne sort de l'Europe, il y aura des opportunités en France. Ouais. Et aucun mauvais point à la sortie de la Grande-Bretagne? Pour les Britanniques? Non, pour les Français et pour l'Europe. Bah si. Évidemment très triste qu'un pays majeur de l'Europe, comme la Grande-Bretagne, sorte de l'Europe, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tellement une folie de faire ce référendum. Moi je suis contre, hein, de manière générale. Un référendum, ça doit être un moment donné, dans une situation très particulière, pour laquelle il y a besoin vraiment que le peuple tranche. Faire des référendums à répétition sur tous les sujets, pour casser les dynamiques, il n'y a pas mieux. Moi c'est un de mes grands points de divergence. Je disais tout à l'heure avec Nicolas Sarkozy ou avec François Fillon, qui veulent mettre des référendums partout, je suis totalement contre. Parce que alors, c'est le genre de choses, si la semaine d'avant, il y a une augmentation du prix du gaz, les Français sont énervés qui votent non, on ne peut plus rien réformer. Moi, je pense que le vrai référendum, c'est l'élection présidentielle. Vous avez un programme, vous êtes élu dessus, vous le faites. Et là, sur le Brexit, vous imaginez les conséquences pour l'avenir de la Grande-Bretagne d'une sortie de l'Europe. Ce serait vraiment terrible, et pour eux et pour nous. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on est pragmatique, on s'adaptera. La City viendra à Paris.
D'autres questions? Bonsoir. Il y a un thème qui n'a pas du tout été évoqué et c'est une question assez générale. Je voudrais savoir à quel niveau c'est dans vos priorités et si vous avez des projets pour ce thème, c'est le développement durable et l'écologie. Écoutez, moi je pense que nous avons, depuis ces dernières années, pris un pli irréversible. Et il était grand temps de le faire. Après, il faut qu'on soit quand même assez lucide sur le fait que nous sommes un des pays du monde qui est le plus sensibilisé à cette question, paradoxalement. Et on ne le dit pas suffisamment, mais quand je compare avec un certain nombre d'autres pays européens, j'observe qu'il n'y a plus une seule construction maintenant qui ne se fasse en respectant les normes HQE, notamment les constructions publiques, les logements sociaux, etc. Qu'il y a maintenant une réflexion dans toutes les villes sur les questions de circulation propre, que les questions d'énergie alternative renouvelable sont maintenant sur toutes les lèvres, et qu'il y a maintenant vraiment une dynamique qui est lancée. Elle ne va jamais assez loin, il faudrait faire mieux, mais quand même. Et que sous, 10 ans, peut-être moins, la voiture électrique sera partout. Et on peut même penser que derrière tout ça, c'est une autre culture qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on arrivera à temps avant d'empêcher les catastrophes écologiques? Je ne peux pas vous le dire. Et ce que je sais, c'est qu'il y a aujourd'hui un pli qui est pris et dont un pays comme la France est certainement moteur. Moi, j'étais tout à fait fier que la COP21 se passe en France et que ce soit la France qui impulse. Vraiment. Le Grenelle de l'environnement, il y a eu des loupés, c'est vrai, mais il y a eu aussi des choses positives. Donc globalement, tout ça est quand même, va quand même vraiment dans le bon sens. Après, il y a un dernier problème, c'est l'obsession des normes et des réglementations qui vont trop loin et qui sont en train en particulier de décourager nos agriculteurs dans des proportions qui sont quasi extrémistes, idéologiques, et ça c'est pas bien. Et je pense qu'il faut dans ce domaine-là faire preuve d'un peu plus de nuance. D'autres questions? Je tiens à préciser que contrairement à ce qu'on aurait pu penser en voyant mon affiche, les gens qui sifflent dehors, c'est pas contre un bad boy. Je crois que ça n'a rien à voir avec le prochain. Vous avez pas rassuré. Hein? Vous avez aussi compris. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Non, mais... Donc, une petite question que vous avez évoquée, donc les problèmes liés aux affaires, par exemple, du pain au chocolat, de l'instrumentalisation de la jeunesse, et, par exemple, de l'agelo avec un modèle de cassette, que j'ai problèmes avec les médias suite à fait qu'il n'est pas écouté le plateau de Canal+. Et vous évoquez donc bien entendu l'intolérance et aussi la difficulté des uns des autres de s'entendre. Donc pensez-vous que les médias ont leur part, font une faute et posent de par leur désinformation, l'authenticité d'un débat en France? Ah, c'est une grande question. Je pense que ça... Oui et non. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'ils en font trop, qu'ils surjouent un certain nombre d'événements qu'ils ne le mériteraient pas, que lorsque j'entends certaines interviews en ce moment, par exemple, de la présidente de la coordination lycéenne ou de tel ou tel syndicat étudiant à qui le journaliste qui l'interviewe parle comme s'il parlait au secrétaire général de l'ONU, avec une espèce de déférence absolument inouïe, c'est trop. Que lorsqu'on dit, vous voyez, vous êtes tombé un peu dans le piège, la jeunesse est dans la rue, ben non, la jeunesse n'est pas dans la rue, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des jeunes dans la rue, tout à fait pareil. Donc ça, évidemment, j'ai envie de vous dire, oui, c'est pas bien, parce que ça ne remet pas en perspective les choses. Mais non, parce que ça ne suffit pas à expliquer le phénomène. Il y a aussi les réseaux sociaux, qui sont quand même, dans ce domaine-là, pas très nuancés. Vous voyez, et c'est quand même... Sur le net, c'est quand même surtout les gens qui sont contre qui s'expriment. Pour ça, si jamais vous faites de la politique, vous ne déprimez pas si vous êtes fracassé sur Internet. Parce qu'il n'y a que les gens qui sont contre qui le disent. Les gens qui sont pour le disent moins. Donc, pas de drame. C'est pas qu'ils ne vous aiment pas, c'est juste parce qu'ils n'ont pas pensé à le dire. Donc voilà, tout ça doit être relativisé. Et puis de toute façon, c'est une donnée environnementale. On ne peut rien faire ni pour ni contre. Ils sont là, ils font avec. Voilà. Il faut faire avec. Une autre question? Bonsoir, Monsieur Copé. J'avais une question à propos du projet de loi El Khomri. On voit bien qu'il donne une large place à la négociation en entreprise, sauf qu'actuellement les syndicats ne représentent quasiment une infime part des salariés. Or, dans le projet de loi El Khomri, il y a peu de mesures destinées à la relance de la syndicalisation
syndicalisation en France. Je me demandais donc quelles étaient vos propositions pour relancer le syndicalisme en France. Louis Gallois propose notamment le chèque syndical. Vous avez évoqué, vous, le référendum d'entreprise. Est-ce que c'est l'unique solution pour dépasser les syndicats, ou est-ce que vous avez des solutions pour relancer le syndicalisme en France? Moi, je pense, mais je ne sais pas si vous partagez cette idée, mais je pense que ça ne marchera pas de relancer le syndicalisme en France. Parce que les Français sont extrêmement libres penseurs et que leur idée, que l'idée pour eux d'adhérer à un syndicat ou à un parti politique est une idée qui n'est pas naturelle. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils aliènent leur liberté en adhérant à un syndicat ou à un parti politique. Ce qui est vrai et faux d'ailleurs, toujours. Et donc, il ne faut pas espérer atteindre des niveaux de syndicalisation comme ce qu'on peut connaître en Allemagne ou en Bretagne. Il n'y a aucune chance que ça marche. Du coup, les syndicats sont beaucoup plus radicaux dans notre pays que dans les autres, et ça se traduit par ce que vous avez évoqué. L'absence de légitimité et en même temps un pouvoir de blocage très fort. Je ne vois qu'une solution, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le référendum d'entreprise. Vous faites voter par tous les salariés, en revanche, vous invitez les syndicats à participer à l'application de la décision dans l'entreprise. Et dans ce cas, ils ont tout leur rôle, parce qu'ils sont plus au fait de ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Mais c'est pas pareil. Une autre question. Pardon de monopoliser la parole. J'ai trouvé la droite assez absente et assez light vis-à-vis de la gauche. Je me souviens de Martine Aubry, qui est assez violente pendant la droite, notamment sur la réforme des médecins. On appelle ça comment, le tiers payant. Le tiers payant généralisé. Voilà, le tiers payant généralisé et Uber. Alors, vous avez parlé d'Uber, mais j'étais très étonné qu'à chaque fois, aux 2 manifestations des chauffeurs de taxi, enfin, Hollande, la première fois depuis l'Angola, réagisse et disent qu'il va interdire Uber, comme s'il ne s'était jamais posé la question auparavant. Et puis la deuxième fois, deuxième journée de manifestation des chauffeurs de taxi, Manuel Valls décide de recevoir les représentants syndicaux des chauffeurs de taxi à Matignon. La droite, à mon avis, est favorable à Uber. Elle est absolument opposée au tiers payant généralisé, et je l'ai trouvée un peu absente. Alors, là-dessus, sur le tiers payant généralisé, la droite a été assez présente quand même. Honnêtement, on l'a dit. Par contre, sur Uber, alors là, je suis très seul, ça je vous le confirme. Moi, je défends effectivement la réalité économique d'Uber, qui est un modèle qu'on peut regretter ou pas regretter, mais enfin qui a comme vertu de créer une concurrence là où il n'y en avait pas, de créer de l'emploi là où il n'y en avait pas, et en réalité d'avoir une vraie clientèle quand même. Hein. Sinon, c'est qu'on ne voit pas la réalité des choses. J'ai pris position, je suis allé voir Uber, j'en ai parlé dans mon blog régulièrement, et donc je vais le faire. Vous pouvez d'ailleurs aller sur Internet, vous verrez que j'ai très fréquemment pris position là-dessus. Je me sens très seul, je le reconnais. Très seul. La droite a très peur, parce qu'elle pense que les chauffeurs de taxi lui en voudront. Ce que je ne crois pas. Parce que quand on explique les choses, en fait, voilà, chacun comprend que dans ce secteur, pendant trop longtemps, on a refusé de réformer. Et forcément, la nature ayant horreur du vide, Uber est plus dans la place. Alors, expliquez pourquoi vous êtes contre le tiers payant généralisé. Je suis contre le tiers payant généralisé pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une contrainte bureaucratique phénoménale pour les médecins, et d'autre part, parce que pour une société comme la nôtre, ça signifie que les patients n'ont plus aucune idée de ce que représente le coût de la santé, puisque c'est pris en charge directement sans eux. D'autres questions? Moi j'en ai une. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que, faute de bilan positif, on devait se retirer. Dans votre livre, Le sursaut français, vous reconnaissez, je cite, un certain panache à François Hollande, qui a déclaré, je le rappelle, qu'il ne se représenterait pas si la courbe de chômage ne s'inversait pas, cela suggérant entre les interlignes que, selon vous, Nicolas Sarkozy aurait dû se retirer en 2012. Pourquoi a-t-on en France, contrairement à l'étranger, je pense notamment à Ed Miliband ou Nigel Farage lors des dernières élections législatives au Royaume-Uni, tant de mal à se retirer après une défaite? Et ma deuxième question, ne pensez-vous pas que ces retours politiques empêchent une réelle refonte du paysage politique français? Bon, il y aura une bonne manière d'avoir la réponse, c'est de savoir ce que va donner, ce que vont faire les électeurs, hein, après tout. Il y a statistiquement pas beaucoup de retours qui sont couronnés de succès.
Donc on verra, en fonction de ce que fera d'ailleurs Nicolas Sarkozy ou pas, parce que je ne sais pas si c'est un débat, mais on verra si les électeurs lui donnent une deuxième chance ou pas, et à ce moment-là, on pourra répondre à la question. C'est difficile d'y répondre à la place des électeurs. Finalement, en France, il n'y a que Lionel Jospin qui s'est vraiment retiré totalement après une défaite. Ouais. Enfin non, pas seulement. Après une défaite, vous en avez un autre qui s'appelle le général de Gaulle. Oui, accessoirement. J'aurais pas dit accessoirement le général de Gaulle. Bonsoir. Voilà, vous avez tout à l'heure parlé de la sécurité, notamment parce que vous considérez que ça vient surtout de peur de la population qui en fait entraîne l'intolérance, et je suis tout à fait d'accord, mais du coup je voulais avoir une petite précision sur la sécurité dont vous parlez, parce que moi quand je pense à la sécurité, j'ai plutôt tendance à penser à l'état d'urgence, et ce dernier a été condamné par Amnesty International parce qu'il dévoile des dispositions discriminatoires et parfois disproportionnées. Alors, est-ce que vous pouvez... L'état d'urgence, c'est bien, faute de mieux. Le problème, vous savez quel est notre problème? Et personne ne le dit, c'est que la France est totalement sous sécurité. Elle est vulnérable aujourd'hui, parce que depuis des années, on a baissé la garde. On a baissé les effectifs, c'est quand même un problème. On a baissé les investissements. On a démantelé les renseignements généraux. Moi, je ne suis pas sécuritaire, mais je pense que le rôle premier d'un État, c'est d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Sinon, il ne fait pas son travail. Il est beaucoup plus important. On commence par assurer la sécurité des personnes et des biens, qui est le premier point de la sécurité. Il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi la sécurité en tant qu'élément de paix civile. Un système éducatif qui soit moderne et adapté, c'est un élément de paix civile quand même, de prévention aussi. Et puis, puisqu'on est sur la sécurité, moi je plaide pour la sécurité juridique et fiscale. C'est pas normal qu'on passe son temps à insécuriser les gens parce qu'on change toutes les 10 minutes de législation fiscale. On va s'étonner que les investisseurs étrangers ne viennent pas en France. Moi je préconise une stabilité fiscale sur 5 ans, qu'on arrête de changer les lois. Bon. Et pour rester sur l'état d'urgence, quel est le problème de l'état d'urgence? C'est que faute de mieux, on a été obligé de faire ça dans la panique qui a suivi les attentats du Bataclan. Donc la seule réponse qu'on puisse faire, c'est que dans la durée, il faut réinvestir. Et moi je propose qu'on embauche 50 000, je dis bien 50 000 policiers, gendarmes, magistrats, on n'a pas assez de magistrats, gardiens de prison, militaires, 50 000 pour pouvoir revenir à niveau. Et comme on ne pourra pas les payer comme fonctionnaires, parce que ça veut dire 40 ans dans la fonction publique, puis ensuite 20 ans en retraite, je préconise la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique, de telle sorte que ce soit en CDI. Oui, c'est une révolution. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, parce que franchement, je ne sais pas qui ça concerne. C'est pour les nouveaux entrants. On ne va pas supprimer l'emploi à vie pour ceux qui y sont déjà, mais pour les nouveaux entrants. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu les attentats, quelques semaines après, j'ai organisé un salon de l'emploi à Meaux. Et au guichet correspondant police, gendarmerie, magistrature, il y a eu des vraies files d'attente de jeunes habitants de la ville pour s'inscrire, pour comprendre les carrières dans ce domaine, parce qu'ils voulaient s'engager par rapport à la question des attentats et de la sécurité. Or, on ne peut pas les embaucher comme fonctionnaires. On n'aura jamais les moyens. Si en revanche, on fait par contrat, là, à ce moment-là, ça veut dire que des jeunes pourront venir servir le pays pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, apprendre un métier dans la magistrature, dans la sécurité, dans la police, dans l'armée, etc. Et ensuite avoir une suite de carrières ailleurs. C'est quand même une manière très moderne de gérer les carrières. Et ça permet à un certain nombre de gens, de jeunes, de s'engager pour le pays. C'est quand même génial de pouvoir s'engager pour son pays. Donc, l'état d'urgence, c'est provisoire, ça ne peut pas durer éternellement, mais tant qu'on n'a pas recruté, modernisé et sophistiqué nos dispositifs de sécurité, on est vulnérable. Alors, j'ai lu votre livre et je vais vous dire sans détour, je me reconnais dans vos propositions. J'apprécie vos thèmes, j'apprécie votre angle, ne serait-ce que la question du mode de gouvernance, de l'économie participative, ou de nouvelles technologies, tout ça, ça me parle. Bref, ce que vous proposez, je l'appelle le débat. Bon, ben, venez, faites campagne avec moi, parce que là, on recrute à fond. Bon. Alors, la question, donc, ça serait de savoir si en France, aujourd'hui, et a fortiori à droite, on va retrouver une majorité sur un tel cap que je qualifierais grossièrement, excusez-moi, de libéral conservateur.
bien? Bordeaux libéral. D'accord, très bien. Et là, je parle en tant que militant, en tant que petit élu local. Où est-ce que vous êtes élu? Alors, je suis conseiller municipal à Herblay. Très bien. Voilà. Quand je parle à mes collègues, je parle aux gens que je rencontre sur le terrain, quand je parle même à mes proches, je me rends compte que les idées qui nous couteau le vent en poupe, c'est les idées réactionnaires de tout poil, qu'ils soient étatistes, pro-russes, anti-européennes, etc. Donc, comment est-ce que vous proposez de lutter contre ça et de reprendre la main sur le débat à la fois idéologique et culturel? Je pense que en réalité, il faut. Enfin, c'est pour ça que j'ai choisi comme slogan on ne recule plus. C'est vraiment pour ça. Parce qu'en réalité, moi, j'ai fait une classification en disant il y a 3 droites en France. Vous avez la droite qui recule tout le temps, et honnêtement, c'est cette droite-là qui a été battue. Vous avez la droite modèle Trump, oui, une droite un peu populiste, on connaît ce qui est, on en a dans nos rangs, hein, qui se font applaudir sur des gadgets. Moi, j'ai rien contre le fait de dire on va réduire le nombre de députés. Enfin, on va pas se faire réduire, on va pas sauver la France en réduisant le nombre de députés. Il faut le faire. Enfin, c'est pas non plus le truc le plus important. De dire faut que les fonctionnaires, quand ils sont élus, démissionnent de la fonction publique. Oui, ok, mais enfin, on va pas résoudre les problèmes français non plus comme ça. On va faire la révolution française. Non, on va prendre des décisions, ça va déjà bien suffire. Il y a un moment où la droite populiste, ça va pas être possible, ça peut pas être ça non plus. Donc, moi, c'est quoi la droite décomplexée? C'est la droite qui assume, qui fait ce qu'il y a à faire. Il y a 15 décisions à prendre, il n'y en a pas 30 000, il y en a 15. Et qui touchent directement l'activité économique, l'ordre et le progrès. C'est 3 piliers qui sont dans mon livre et qui correspondent aux 3 choses qu'il faut faire pour mettre ce pays sur les rails, sachant que moi j'ai un objectif, c'est mon seul objectif, ce sera ça d'ailleurs, mon slogan. Tu sais, quand les gens disent ah ouais, mais il faut faire rêver, les jeunes veulent rêver. Ok, réfléchissons, très bien, rêver, mais sauf qu'il faut quand même arrêter parce que les gens supportent plus le baratin. Donc le côté voter pour moi, je vous change la vie, bah non, t'es gentil, ça fait 10 fois que t'essayes, tu ne la changes jamais la vie. Ou alors en moins bien, on arrête avec ces caricatures, ou alors votez pour moi, je vous emmène sur la Lune, non, c'est déjà fait, c'est bon. Donc on arrête avec ces rêves bidons, et on ne pose qu'une seule question. Comment est-ce que les jeunes, donc en l'occurrence vous, dans les 10 ans qui viennent, pouvez voir garanti le fait de pouvoir réussir votre vie en France? C'est quand même ça le but. Moi je suis ravi que la France vous permette, par son système, d'avoir une formation excellente, et si c'est pour exercer vos talents à l'étranger, c'est un peu dommage quand même. Que vous ayez une expérience à l'étranger, ça c'est capital. Et qu'ensuite vous reveniez exercer vos talents en France, c'est quand même mieux. Parce que le pays, on ne va pas le faire uniquement avec des gens qui sont expatriés dans la Silicon Valley ou à Singapour. J'ai rien contre, j'adore, je soutiens à fond. Enfin, si de temps en temps on peut revenir pour donner un coup de main au pays quand on a été éduqué en France, c'est quand même mieux. Bon. Et donc à partir de là, il n'y a pas 36 manières de faire. Il faut qu'on crée les conditions pour que les gens aient envie de réussir en France. Et c'est tout l'enjeu. Donc, à partir de là, j'ai envie de dire, moi je n'ai même pas été dans les gouvernements de Sarkozy, donc je suis assez libre pour en parler. Je pense qu'il y a des décisions à prendre. Ces décisions, on ne peut pas les prendre si on est démago, ou si au contraire on a peur du dernier sondage. Parce que si vous gouvernez avec les sondages, vous êtes foutus. La loi El Khomri, je ne sais même plus quel institut, dit 65%, combien, sont contre. Ah bon, bah, très bien, dans ce cas on s'excuse, il y a un sondage qui a dit que c'était contre, on ne fait plus rien. Mais ok, dans ce cas on ne fera jamais rien. Si demain on dit, le gouvernement propose un jour férié de plus, 80% des Français sont d'accord, ah bah alors on le fait. Et puis après qui paye? Les générations qui suivent. Donc il faut arrêter de fonctionner comme ça. Il faut une autre méthode de gouvernement, c'est celle que j'ai décrite. On est élu sur un programme, on les décide tout de suite et on fait 5 ans pour les appliquer. Et ça change tout. Et moi, c'est vrai que je démarre tard dans cette campagne, mais on a le temps encore. Hein. Jusqu'au mois de novembre, c'est une éternité. Donc on va avoir le temps de faire passer nos thèmes, d'avancer sur ces sujets. Et moi, c'est vrai que je souhaite que les étudiants qui ont envie de s'engager, qui ont envie de soutenir cette idée-là, le fassent, parce que les campagnes, ça sert à ça. Et c'est là que c'est important. J'ai une dernière question. Il y a quelques années, les observateurs ont souvent qualifié la droite française de plus bête du monde. Avec toutes les tensions actuelles, pensez-vous que la situation ait réellement changé? Oui, enfin, la plus bête, je ne sais plus, la droite la plus bête, la gauche la plus bête, on a tous des moments de bêtises, hein, je ne veux pas dire qu'on y échappe, mais je crois que surtout là, pour une fois, le fait de faire des primaires, c'est pas idiot. Parce que ça va vraiment permettre
de voir qui a l'authenticité, la sincérité pour faire les choses. Et je crois que c'est bien qu'on règle ce problème de leadership, qui est un problème réel. Donc vous avez un match qui se joue quand même entre générations. C'est vrai que Bruno Le Maire et moi, on est de la même génération. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, c'est la génération du dessus. Bon, ils ont un écart. Oui, mais enfin, c'est quand même la génération du dessus. Bon, ce serait intéressant aussi de voir comment les électeurs vont se déterminer par rapport à tout ça. Et pensez-vous que François Hollande doive passer par des primaires comme Jean-Christophe Cambadélis l'aurait suggéré pour ce que c'est écrit dans les statuts du Parti Socialiste? Ouais, en même temps, il est sortant, il y a un état d'urgence quand même. Avoir un président de la République qui est en campagne dans les primaires, un an avant son élection, en plein état d'urgence, j'avoue que ça me paraît un peu baroque. Moi, je ne suis pas pour que les primaires concernent le parti dont le président est sortant. Vous voyez, c'est quand même un peu compliqué. Même quand c'est écrit dans les statuts du parti. Alors, moi, je me fie au statut du PS, hein, je ne suis pas là-dedans, hein, j'ai déjà assez avec le mien. Hein, donc, Alors, pour finir, nous allons faire un dernier jeu. Donc, évidemment, je vais vous soumettre un questionnaire de Proust. Donc, quel est votre plus grand défaut? Pas de défaut. Si. Non. Je suis un peu, de temps en temps, je suis un peu arrogant. J'essaie de faire attention. J'étais un peu, je sais tout. C'est ce qu'on croit entendre parfois. Oui, mais non, je ne fais pas. Et pas de défaut? Bah si, je vais te vous dire, l'arrogance, c'est bon. Je veux bien faire bad boy, mais enfin, je fais un certain point. Quel est votre rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur? Ah, écoutez, c'est que ma femme et mes enfants soient heureux. Oh. Quels sont vos doutes? Mes doutes, c'est d'être de temps en temps de me dire, mais ce que je dis c'est tellement important pourvu que les gens me suivent. De temps en temps je me dis, mais j'ai tellement de retard dans les sondages pourvu que les gens ne lisent pas les sondages. Quelle est votre astuce pour convaincre la jeunesse? Bah, leur parler très directement. Et alors là, franchement, pas de langue de bois. Et votre conseil pour éviter la police? Je sais pas, s'arrêter au feu rouge, pas boire, conduire, ça c'est mieux pour pas être arrêté. C'est mieux. Qui admirez-vous le plus? Comme homme politique, comme musicien, comme artiste, tout court. Tout court. Genre. Je suis pas un pianiste super virtuose, c'est vrai que j'admire. Je rêverais d'être super virtuose au piano. Et en politique? Et en politique, De Gaulle, Bonaparte, pas Napoléon, Bonaparte. Zorro. Quelle est votre maxime? Sur le plus haut trône du monde, on est assis sur son cul. C'est pour elle qui a dit ça. Pas de recul non plus, du coup? Ah si, ça ne recule plus. Ça c'est à moi, je ne vais pas me citer. Non, ce que je dis parfois quand l'un de mes enfants fait un peu la gueule parce qu'il travaille 3 dauphines, je lui dis une phrase qui est très énervante. Hein, je vous la dis tout de suite, que ma mère me mettait quand j'étais également très énervé. Elle est très énervante la phrase. C'est le secret du bonheur et de la vertu, c'est aimer ce qu'on est obligé de faire. Sinistre. Mais bon, on se motive. Merci Monsieur Copé, merci à toutes et à tous d'avoir été parmi nous. Avant qu'on se sépare et que je reparte sur les routes de France et tout, je voulais juste vous dire un dernier mot. En fait, je voulais vraiment vous souhaiter bonne chance. Parce que c'est quand même une université qui est vraiment une des meilleures du monde. Vous avez vraiment beaucoup de chance d'y être. Donc je vous souhaite vraiment de réussir. Et j'espère de tout cœur que votre réussite va le faire en France. Et en tout cas, on fera tout pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci.